Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. C'est par ces mots que le général de Gaulle termine le premier discours qu'il vient de tenir au micro de la BBC en cette soirée du 18 juin 1940. Il est arrivé à Londres la veille, et c'est un homme seul qui s'est présenté au Premier ministre britannique, Winston Churchill. Ce dernier est un peu déçu. Il a besoin de montrer à son pays, à ceux qui au sein même de son gouvernement seraient partisans d'une paix avec l'Allemagne, que la Grande-Bretagne ne combat pas seule contre Hitler. Mais de l'allié français, aucun homme politique d'envergure ne s'est présenté. Ni les anciens présidents du Conseil, Paul Reynaud ou Édouard Daladier, ni l'ancien ministre de l'Intérieur, Georges Mandel, pourtant opposé à un armistice. Personne. À part ce général de brigade à titre temporaire, qui n'est même plus membre du gouvernement et qui peut difficilement prétendre représenter la France, à la différence par exemple des souverains de Norvège et des Pays-Bas qui se sont exilés avec le gouvernement. Mais Churchill connaît de Gaulle. Ils se sont rencontrés pendant les heures sombres de ce printemps 1940, lorsque le gouvernement français errait d'un château de Touraine à un autre avant d'échouer à Bordeaux. Il est séduit par la personnalité de ce soldat, par la franche rudesse de ce connétable de France, comme il l'a alors appelé. Et puisqu'il est venu le rejoindre à Londres pour poursuivre le combat, il le laisse s'exprimer à la radio ce 18 juin et les jours suivants. De Gaulle veut d'abord poursuivre le combat militaire contre l'Allemagne, au besoin sous le commandement de plus gradés que lui, car un armistice ne met fin qu'au combat, mais pas aux hostilités qui peuvent reprendre à tout moment si ces clauses ne sont pas respectées. Mais aucun officier de haut grade ne l'a rejoint. Les raisons en sont multiples. Hésitation à se lancer dans une aventure à l'issue incertaine, traumatisme de la défaite, tradition de discipline, désir de ne pas porter atteinte à l'unité du pays. Il en est pourtant un que de Gaulle sondera à plusieurs reprises. Il s'agit du général d'armée Charles Noguès, qui est alors commandant en chef en Afrique du Nord et résident général au Maroc. En effet, celui-ci, dès le 18 juin, ne cachait pas son intention de poursuivre le combat en Afrique du Nord si les clauses du futur armistice devaient être contraires à l'honneur. Aussi, le 19 juin, de Gaulle envoie à Noguès un télégramme ainsi rédigé. « Suis à Londres, en contact officieux et direct avec le gouvernement. Me tiens à votre disposition, soit pour combattre sous vos ordres, soit pour toute démarche qui pourrait vous paraître utile. » Sans réponse de sa part, de Gaulle le relance une nouvelle fois le 24 juin, lui proposant même de prendre à la tête d'un comité national français à créer. Mais à cette date, l'armistice a été signé. Ni la flotte, ni l'intégrité de l'Empire ne sont menacés par ces clauses. Le général Noguès n'est pas un rebelle. Il choisit le légalisme et ne répondra pas à de Gaulle. Il a manqué son rendez-vous avec l'histoire. La signature de l'armistice ayant provoqué la rupture des relations diplomatiques entre la France et la Grande-Bretagne, Churchill doit faire preuve de pragmatisme et, lorsqu'il rencontre le général de Gaulle le 28 juin 1940, c'est pour lui tenir ces mots. Il n'a encore pu se former de comité national français, composé d'hommes politiques, de chefs militaires et de diplomates que le gouvernement de Sa Majesté puisse reconnaître. Vous êtes seul. Eh bien, je vous reconnais tout seul, en ce pays, comme leader des Français libres, qui, en n'importe quel lieu, seront prêts à se joindre à vous pour soutenir la cause alliée. Cette déclaration est officialisée par le gouvernement britannique le 7 août 1940. La Grande-Bretagne reconnaît l'existence de la France libre, avec à sa tête le général de Gaulle. Cette France libre va ainsi pouvoir se doter d'organes gouvernementaux et administratifs, d'une armée, d'une représentation diplomatique distincte de ceux de l'État français qui siège à Vichy, même si cette France libre est alors matériellement dépendante de la Grande-Bretagne. Ceux qui rallieront de Gaulle à partir de cette date
pourront bien se dire Français libres. À Bordeaux, l'appel de De Gaulle a été pris au sérieux, et les mesures de représailles ne tardent pas. Le 19 juin, il reçoit l'ordre de rentrer en France. Le 22, sa nomination au grade de général à titre temporaire est annulée. Le 23, il est mis à la retraite d'office par mesure disciplinaire. Et le 28, il est sommé à comparaître devant le tribunal militaire de Toulouse, qui le condamne le 4 juillet à 4 ans d'emprisonnement et 100 francs d'amende pour refus d'obéissance et incitation de militaires à la désobéissance. Puis, à la suite de nouvelles poursuites, c'est le tribunal militaire de Clermont-Ferrand qui le condamne le 2 août 1940 à mort par contumace pour trahison, atteinte à la sûreté de l'État, désertion à l'étranger en temps de guerre sur un territoire en état de guerre et de siège. Il sera enfin déchu de la nationalité française le 8 décembre 1940. Même s'ils sont loin d'avoir tous entendu son appel du 18 juin 1940, beaucoup d'hommes refusent la défaite et décident de rejoindre la Grande-Bretagne. Ils rallieront De Gaulle pour poursuivre le combat. La plupart de ces volontaires agissent à titre individuel, mais certains ralliements sont le fait d'unités constituées, comme l'équipage du sous-marin le Ruby, ou la 13e demi-brigade de marche de la Légion étrangère qui revient de l'expédition en Norvège. Encore peu d'officiers rejoignent la France libre. Citons néanmoins l'amiral Muselier, qui rallie De Gaulle le 23 juin et crée le 1er juillet les forces navales françaises libres. Il est aussi l'inspirateur de la Croix de Lorraine comme emblème de la France libre. Citons encore les généraux Catroux et le Gentilhomme, le colonel de l'Armina, les capitaines de Haute-Cloque, qui prendra le nom de guerre de Leclerc pour éviter de représailles contre sa famille restée en France, Koenig, de Wavrin, qui sera le chef des services secrets de la France libre sous le pseudonyme de colonel Passy, etc. Ces militaires connaîtront les mêmes sanctions de la part de Vichy, condamnations à mort par contumace, déchéance de la nationalité française. Des civils rallient également De Gaulle. Ils sont hauts fonctionnaires, universitaires, journalistes. Ainsi, dès le 29 juin, le professeur de droit René Cassin, qui établira les fondements juridiques de la France libre, mais aussi René Pleven, Jacques Soustel, etc. Mais ce recrutement ralentira brusquement après le déclenchement le 3 juillet 1940 par Churchill de l'opération Catapulte. De quoi s'agit-il ? L'armistice a épargné une flotte française intacte et qui a obtenu de ne pas mouiller dans des ports contrôlés par les Allemands. Mais Churchill n'a aucune confiance dans les promesses d'Hitler et craint par-dessus tout que celui-ci mette la main sur les navires français. Il doit également montrer sa détermination à mener le combat jusqu'à la victoire. Aussi décide-t-il, début juillet, de lancer l'opération Catapulte pour se saisir de la flotte française ou tout au moins la neutraliser. C'est ainsi que dans la nuit du 2 au 3 juillet, des commandos investissent les navires français qui mouillent dans les ports anglais de Plymouth, Portsmouth et Falmouth. Les marins français sont rudement traités et internés avant de pouvoir être rapatriés en France. Mais le plus grave résultat de cette opération est l'assaut de la Royal Navy le 3 juillet contre le port de Mers-el-Kébir, près d'Oran, qui a fait près de 1300 morts parmi les marins français. J'ai déjà relaté cette tragédie à l'épisode 5. L'effet psychologique est désastreux. Et nombreux sont les militaires français encore présents en Grande-Bretagne qui renoncent à y demeurer pour rejoindre la France libre. Néanmoins, De Gaulle prend le 8 juillet la difficile décision de donner raison à Churchill en justifiant l'opération Catapulte tout en qualifiant l'attaque sur Mers-el-Kébir d'odieuse tragédie. La célébration du 14 juillet 1940 sera néanmoins l'occasion pour Churchill de rendre un hommage appuyé aux Français qui n'ont pas renoncé à la lutte et de permettre à De Gaulle d'organiser un défilé militaire dans la capitale britannique, alors qu'en France, ce 14 juillet a été déclaré jour de deuil national. Les Anglais peuvent ainsi découvrir ces cérémonies
en regardant leurs activités cinématographiques. Le commentateur se veut lyrique devant ces Français qui défilent du cénotaphe de Whitehall jusqu'à la statue du maréchal Foch à Grosvenor Gardens, au pied de laquelle De Gaulle dépose une gerbe de fleurs. Mais savent-ils que ces soldats ne sont guère plus de 500 ? Ont-ils remarqué que la moitié d'entre eux seulement sont en uniforme et qu'un quart seulement sont en armes ? C'est qu'à la fin du mois de juillet, les effectifs de la France libre ne dépasseront pas 7000 personnes. En cette fin d'été 1940, De Gaulle a conscience qu'il est un exilé en Grande-Bretagne et que la France libre est entièrement dépendante matériellement de ce pays. Il cherche alors à rallier à lui une partie des colonies françaises, qu'on appelle alors l'Empire, pour lui permettre de retrouver une souveraineté territoriale et des hommes pour les forces françaises libres. Les territoires français en Océanie sont les premiers à rejoindre la France libre entre les mois de juin et de septembre 1940. Les Nouvelles-Hébrides, actuelles Vanuatu, la Nouvelle-Calédonie, les établissements français des Indes. Il en est de même de l'Afrique équatoriale française, Tchad, Gabon, Moyen-Congo, actuelle République du Congo, Cameroun, ou Bangui-Chari, actuelle République centrafricaine, grâce en particulier à l'action du gouverneur général Félix Éboué, qui prononcera le ralliement du Tchad le 26 août 1940. En revanche, l'Afrique occidentale française, Mauritanie, Sénégal, Soudan français, actuel Mali, Guinée, Côte d'Ivoire, Niger, Haute-Volta, actuel Burkina Faso, Togo et Dahomey, actuel Bénin, est restée fidèle à la France de Vichy. Or, reprendre Dakar, qui est la capitale non seulement du Sénégal, mais aussi de l'Afrique occidentale française, renforcerait la légitimité territoriale de De Gaulle, qui y songe dès début septembre 1940. Mais il a besoin pour cela du soutien des Britanniques, lesquels, dans un premier temps, hésitent à s'engager. Il leur fait alors valoir l'importance stratégique du port de Dakar pour le contrôle de l'Atlantique et la nécessité d'écarter une éventuelle menace allemande. En outre, c'est à Dakar qu'a été rapatriée non seulement une partie de l'or de la Banque de France, mais aussi de l'or des banques de Pologne et de Belgique, qui pourrait être restitué au gouvernement en exil de ces pays. Finalement, le 17 octobre 1940, Churchill donne son accord pour une opération navale, et c'est une flotte franco-britannique qui se présente le 23 octobre devant le port de Dakar. La participation française est très modeste, seulement 3 avisos contre, de la part des Britanniques, 2 cuirassés, 3 croiseurs lourds, 1 croiseur léger, 10 patrouilleurs et un porte-avions, commandé par l'amiral Cunningham. De Gaulle est présent en personne, et il espère rallier l'Afrique occidentale française à sa cause. Mais le souvenir de la tragédie de Mers-el-Kébir est encore présent, et il sous-estime l'hostilité à sa personne et aux Anglais. Le gouverneur général de l'Afrique occidentale française, Pierre Boisson, refuse fermement les appels au ralliement et n'hésite pas à faire tirer sur le capitaine de frégate Thierry d'Argentlieu, l'émissaire de Gaulle venu parlementer. Les appels de Gaulle restent sans effet, et Pierre Boisson rejette l'ultimatum britannique en répondant « La France m'a confié Dakar, je défendrai Dakar jusqu'au bout ». À 11 heures, les Britanniques ouvrent le feu après qu'un des sous-marins français a tiré une torpille vers un de leurs navires. Mais le site de Dakar est bien défendu, notamment par les navires qui s'y trouvent, dont le cuirassé Richelieu, et de nombreux croiseurs, contre-torpilleurs, avisos et sous-marins. L'aviation française intervient également, ainsi que plusieurs navires de la force Y. Les combats se prolongent jusqu'au 25 octobre, et devant l'impossibilité de débarquer à Dakar, l'amiral Cunningham décide finalement de cesser le combat et de retirer sa flotte. L'échec est lourd pour De Gaulle. Cette opération ratée aggrave encore le fossé creusé par Mers-el-Kébir et ne peut que renforcer la méfiance du président américain Roosevelt et de son secrétaire d'État Cordell Hull
envers celui qu'il considère comme un aventurier et un apprenti dictateur. Pour les États-Unis, en effet, le seul gouvernement français légitime est celui du maréchal Pétain à Vichy, où un ambassadeur est maintenu en la personne de l'amiral Lehigh, homme de confiance de Roosevelt. Il est certain, en outre, que les Français expatriés aux États-Unis, s'ils ne sont pas pétainistes, sont le plus souvent opposés au général de Gaulle, qu'il s'agisse d'hommes politiques comme l'ancien président du Conseil, Camille Chautemps, ou l'ancien ministre de l'Air du Front populaire, Pierre Cotte, ou de diplomates comme Alexis Léger. Enfin, la prise de contrôle le 24 décembre 1941 de Saint-Pierre et Miquelon par l'amiral Muselier jettera encore de l'huile sur le feu, car les Américains s'étaient entendus avec Vichy pour le maintien d'un statu quo pour cet archipel. Heureusement pour le général de Gaulle, toute l'Afrique équatoriale française a fini par se rallier à lui à la mi-novembre 1940. Il dispose enfin d'un vaste territoire où il peut se sentir chez lui. Et Brazzaville, la capitale du Moyen-Congo, devient la capitale de la France libre. C'est dans cette ville qu'il institue le 27 octobre 1940 le Conseil de défense de l'Empire et qu'il crée le 16 novembre 1940 l'Ordre de la Libération. Ce même jour, une déclaration publiée au journal officiel de la France libre conteste pour la première fois la constitutionnalité et la légitimité du régime de Vichy. Enfin, Radio Brazzaville sera le premier poste français à faire entendre la voix de la France libre. La radio est en effet devenue une importante arme de propagande dans cette guerre. De Gaulle apprendra à s'en servir, se voyant caricaturé par l'adversaire en général micro. Maurice Schumann devient le porte-parole de la France libre dans l'émission Honneur et Patrie, qui, diffusée quotidiennement par la BBC, apporte un message d'espoir aux Français et leur fait connaître ce général de Gaulle jusqu'alors pratiquement inconnu du public. Entre juin 1940 et son installation à Alger en mai 1943, de Gaulle se sera exprimé à 67 reprises sur les ondes de la BBC. La France de Vichy et l'Allemagne sont d'ailleurs conscientes du pouvoir de cette propagande radiophonique et s'efforceront constamment de brouiller les émissions de la BBC. En 1941, le général de Gaulle envisage de prendre le contrôle de la Syrie et du Liban, territoire du Levant, sous mandat de la Société des Nations et administré par la France de Vichy. Mais le commandant en chef britannique au Moyen-Orient, le général Wavell, ne souhaite pas ajouter un nouveau front à ceux qu'il occupe déjà en s'attaquant aux forces françaises stationnées en Syrie et commandées par le général Dentz, haut commissaire à Beyrouth. Cependant, le 3 avril 1941, un coup d'État en Irak porte au pouvoir un anglophobe notoire, Rachid Ali al-Ghinani, qui s'attaque aux bases aériennes que les Britanniques possèdent dans ce pays. Churchill décide d'intervenir militairement contre l'Irak, qui lance le 4 mai 1941 un appel à l'aide à l'Allemagne. Mais les Allemands ne peuvent pas venir au secours de l'Irak par mer, en raison de la domination britannique en Méditerranée orientale, ni par la Turquie, qui défend farouchement sa neutralité. Aussi, pour pouvoir acheminer à leur aide, les Allemands demandent que leurs avions puissent faire escale dans des aéroports en Syrie. Espérant pouvoir en obtenir des contreparties, le chef du gouvernement de Vichy, l'amiral Darlan, accepte le 15 mai 1941 le transit des avions allemands sur des bases aériennes en Syrie. Churchill décide alors, le 8 juin 1941, d'intervenir au Levant avec l'appoint des forces françaises libres qui, de leur côté, espèrent pouvoir reprendre la Syrie à Vichy. On pense que les Français du général Dentz n'opposeront qu'une résistance symbolique. Mais ceux-ci ont l'avantage du nombre et se battent vigoureusement. À vrai dire, cette attaque était devenue pour les Anglais sans objet, car dès le 6 juin 1941,
Rachid Ali al-Gilani, a été renversé à son tour. Mais De Gaulle veut reprendre Beyrouth et Damas. C'est le début d'une guerre fratricide entre Français et le 21 juin 1941, les forces françaises libres entrent dans Damas. Après un cessez-le-feu, le 12 juillet 1941, un armistice est finalement signé entre les Alliés et les forces françaises de Vichy. Le bilan est très lourd. Pour les forces vichistes, les pertes militaires sont de plus de 1000 hommes, sans compter près de 700 disparus, 1800 blessés et 3000 prisonniers. Pour les forces françaises libres, elles sont de près de 200 tués et 650 blessés. Un véritable climat de haine s'est instauré entre Français. La rancune sera tenace entre les deux camps, et les ralliements des forces du Levant seront peu nombreux. 5688 hommes, pour un effectif total de 37 000. Les autres seront rapatriés en métropole ou en Afrique du Nord. De Gaulle a en outre le sentiment d'avoir été victime d'un marché de dupes, car désormais les Anglais sont chez eux au Levant et ils ne semblent pas prêts à laisser la place aux Français. Par ailleurs, Churchill s'agace de l'intransigeance de De Gaulle et envisage de plus en plus de le remplacer par une personnalité au caractère plus souple. Mais De Gaulle ne se laisse pas écarter facilement. Le 24 septembre 1941, il crée à Londres le Comité national français, qui succède au Conseil de défense de l'Empire et qui constitue un véritable gouvernement de la France libre. Surtout, le 25 octobre 1941, De Gaulle reçoit un homme de 42 ans en provenance de France. Il s'appelle Jean Moulin. C'est un ancien préfet qui, en juin 1940, à Chartres, a courageusement tenu tête aux Allemands qui voulaient lui faire signer un protocole imputant de prétendues atrocités envers des civils à des tirailleurs sénégalais de l'armée française. Révoqué par Vichy le 2 novembre 1940, il est entré dans la clandestinité et a rejoint Londres pour prendre contact avec la France libre. Il fait à De Gaulle un compte-rendu de la résistance en France et sollicite de sa part un soutien matériel, notamment en argent et en armement. De Gaulle est séduit par cet homme et le 1er janvier 1942, Jean Moulin est parachuté dans le sud de la France comme son délégué en zone non occupée afin d'y assurer l'unité d'action des éléments de la résistance et avec un ordre de mission d'organisation militaire pour constituer une armée secrète. La résistance s'organise derrière De Gaulle. Et le 3 juin 1942, l'ensemble des mouvements de la résistance intérieure reconnaît officiellement l'autorité du Comité national français et de son chef, Charles de Gaulle. En conséquence, le 13 juillet 1942, la France libre prend le nom de France combattante. Elle est reconnue comme telle le jour même par la Grande-Bretagne, suivie progressivement jusqu'en octobre 1942 par tous les gouvernements en exil à Londres, les pays du Commonwealth et l'Union soviétique. Mais le débarquement américain en Afrique du Nord en novembre 1942 sera une nouvelle étape pour Charles de Gaulle et sa France combattante.